Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple invitation à dîner changerait complètement ma vie à 67 ans. La trahison fait mal à tout âge, mais lorsqu'elle vient de son propre fils, le cœur d'une mère se brise d'une manière indescriptible. Je m'appelle Yvonne Medero et je vais aujourd'hui partager avec vous l'histoire qui m'a appris que le respect ne se demande pas, il s'impose. Tout a commencé un jeudi ordinaire. Le ciel de Sao Paulo était nuageux, comme ces derniers temps. Tout comme mon cœur depuis le départ de mon mari Antonio il y a 5 ans, mon fils Raphaël s'est lentement éloigné depuis. Au début, j'ai cru que c'était juste son chagrin, qui se manifestait différemment du mien. Puis, j'ai pensé que c'était l'influence de sa femme, Patricia, celle qui ne m'a jamais caché qu'elle ne me tolérait que par obligation. Mais au fond, j'ai toujours refusé de voir la vérité sous mes yeux. Mon fils avait changé. Ce matin-là, je me suis réveillée avec une envie soudaine de renouer, de briser cette barrière invisible qui s'était dressée entre nous. J'ai décidé de l'appeler et de l'inviter à un dîner spécial au Sabor e Marte, un restaurant raffiné de Jardim Paulista. C'était l'anniversaire de la mort de son père, et je me suis dit que ce serait l'occasion de renouer des liens, de me remémorer les bons moments passés en famille. J'ai pris mon téléphone portable, celui que Raphaël avait insisté pour que j'échange contre un modèle plus moderne pour mon dernier anniversaire. Ironiquement, c'est cet appareil qui m'a permis de découvrir la vérité plus tard. J'ai composé son numéro, avec cette anxiété typique de quelqu'un qui ne sait pas si son appel sera bien reçu. « Bonjour, maman », sa voix semblait lointaine, précipitée. « Raphaël, mon fils, comment vas-tu ? Je t'appelle pour t'inviter à dîner ce soir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vraiment parlé. » J'ai essayé de paraître décontractée, cachant l'importance que cette invitation me portait. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. J'entendais des voix en arrière-plan. Quelqu'un lui parlait. Peut-être Patricia. « Je ne peux pas venir aujourd'hui. Maman, j'ai déjà dîné. » Répondit-il sèchement. « J'ai beaucoup de travail. Je dois rester tard au bureau. » J'éprouvais cette pointe de déception familière, mais mes années d'infirmière m'ont appris à ne pas me montrer quand j'ai mal. « Ça va, fiston. À la prochaine, alors. » J'ai raccroché et regardé par la fenêtre de mon appartement du quartier de Saude. Les plantes que je faisais pousser sur le balcon se balançaient dans la brise légère. Tant de souvenirs de cet endroit, tant de dîners de famille, de conversations à table, de projets d'avenir. Antonio disait toujours que j'étais si forte que j'affrontais la vie de front. « Yvonne, tu as l'âme d'une guerrière », disait-il. À cet instant, j'ai décidé d'honorer ces mots. Je ne resterai pas seule ici à ruminer ma tristesse, me suis-je dit. J'ai pris une longue douche. J'ai choisi ma robe bleu marine, celle qu'Antonio me complimentait toujours, et j'ai mis mon parfum préféré. J'ai coiffé mes cheveux gris, que je porte avec fierté, chaque mèche représentant une histoire, un combat, une victoire. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis souri. Je suis toujours là. Je suis toujours debout. J'ai pris un taxi pour le restaurant. Le chauffeur, un homme sympathique nommé Benedito, a engagé la conversation en chemin. Nous avons parlé de la ville, du fait que Sao Paulo ne dort jamais, de la distance croissante qui semble s'accroître entre les gens, malgré leur proximité. « Trouveras-tu quelqu'un de spécial ?» a-t-il demandé avec un doux sourire dans le rétroviseur. « Je me trouverai », ai-je répondu. Et nous avons ri toutes les deux de cette philosophie improvisée. « Une personne, s'il vous plaît », ai-je demandé. Elle a rapidement consulté sa tablette. « Bien sûr, madame, par ici. » Tandis que je la suivais entre les tables, mon regard scrutait la pièce. C'est à ce moment-là que mon cœur s'est arrêté un instant. Il était là. Raphaël, mon fils, assis à une table au fond, à côté de Patricia et de sa mère, Audet. Tous trois riaient avec enthousiasme, verre de vin à la main, assiette empilée devant eux. Ce n'était pas un dîner improvisé, c'était une fête planifiée. La réceptionniste a remarqué que je m'étais arrêtée net. « Madame, tout va bien ?» Je n'ai pas pu répondre. Mes yeux étaient rivés sur cette scène qui semblait tout droit sortie d'un cauchemar. C'est alors que Raphaël m'a aperçu. Nos regards se sont croisés, et pendant une seconde, j'ai lu la panique dans ses yeux. Mais il s'est produit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il s'est penché et a dit quelque chose aux deux femmes. Toutes les trois se sont tournées vers moi et elles ont ri. J'ai cru que Ram était une blague. J'ai senti le sang me quitter du visage. Mes jambes étaient faibles, mais j'ai tenu bon. Toute une vie passée à soigner des personnes dans les hôpitaux m'a appris à ne pas m'effondrer en temps de crise. La réceptionniste, sentant que quelque chose n'allait pas,
Elle me toucha doucement le bras. Madame, j'ai changé d'avis, parvins-je à dire. J'ai besoin d'aller aux toilettes. D'abord. Elle me montra le chemin et je m'éloignai. Mes jambes étaient lourdes, mon cœur encore plus lourd. Dans l'élégante salle de bain vide, je m'appuyai contre le lavabo en marbre et contemplai mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait n'était plus celle qui avait quitté la maison avec assurance. C'était une femme trahie, humiliée par son propre fils. J'inspirai profondément à plusieurs reprises, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. C'est alors que je me souvins des mots que mon père me disait quand j'étais petite, dans la campagne du Minas Gerais. Yvonne, quand la vie te met à terre, tu as deux choix, rester par terre à pleurer ou te relever et montrer qui commande. Et mon amour maternel, exploité puis rejeté quand il ne me convenait plus. Je sortis mon téléphone portable de mon sac et commençai à taper un message. Mes doigts n'avaient jamais été aussi rapides et précis. Lorsqu'elle arriva, je ressentis un calme étrange. M'enveloppait. Je me souvenais des nuits blanches où il avait de la fièvre, de ses premiers pas, de son premier mot, des remises de diplômes que nous avions fêtées ensemble. Comment en étions-nous arrivés là? En m'approchant de la table, des sourires se sont dessinés sur nos visages. Leurs regards se sont lentement figés. Raphaël a détourné le regard, incapable de soutenir le mien. À l'intérieur. Surtout toi, mon fils, qui m'a dit tout à l'heure que tu avais déjà dîné et que tu travaillerais tard. Mère, de la femme qui a accouché pendant 16 heures? Ma voix était plus forte que prévu, faisant tourner quelques têtes dans notre direction. Ce fut Audet qui répondit avec ce ton condescendant qui me donna des frissons. Sur ces mots, je me suis excusée et je suis partie, mais pas ce soir-là. Ce soir-là, quelque chose en moi s'était brisé, ou peut-être enfin libéré. C'est drôle que tu parles de responsabilité, Audet. À ce propos, tu fêtes quelque chose de spécial aujourd'hui? Demandai-je en tirant une chaise et en m'asseyant sans y être invité. Tous trois échangèrent des regards nerveux. Ce fut Patricia qui répondit, la caressant parfaitement. Cheveux teints en blond. En fait, si. On vient de conclure l'achat de ce terrain sur la côte. On va construire notre maison de plage. Ces mots furent comme une claque. Le terrain sur la côte, ce bout de terrain à Guarulhos où Antonio et moi rêvions de construire notre maison de retraite. Un rêve que nous n'avons jamais réalisé, car l'argent a servi à payer les études de médecine de Raphaël, qu'il a abandonné en 3e année pour se lancer dans l'immobilier. La croissance pour qui, Raphaël? Son expression changea, un mélange d'irritation et de honte. Tu n'as jamais eu besoin de rien. Je me suis toujours occupé de tout. Tu te suis occupé de tout. J'eus un rire amer. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a 3 mois, j'ai été opéré de la cataracte. Je t'ai appelé 5 fois cette semaine-là, Raphaël. 5 fois. À chaque fois, tu étais trop occupé. Sais-tu qui m'a emmené à l'hôpital? Qui est resté à mes côtés pendant ma convalescence? Ton ancêtre, le propriétaire de la librairie du coin. Un homme que je connaissais depuis moins d'1 an m'a témoigné plus d'attention que mon propre fils. Patricia leva les yeux au ciel, toujours en train de jouer la comédie, donna Yvonne. Raphaël travaille dur pour maintenir notre niveau de vie. Le nôtre, répétai-je, un calme étrange m'envahissant. C'est intéressant que tu utilises ce pronom, Patricia, car, à ma connaissance, ce qui maintient ton niveau de vie, c'est l'argent qu'Antonio t'a laissé. Tous les trois me regardèrent avec des expressions oscillant entre la surprise et le mépris. C'est là que je commençai à réaliser que la situation était encore pire que je ne l'imaginais. Il ne s'agissait pas seulement de ce dîner, de ce mensonge précis. C'était un schéma qui se développait depuis des années, depuis le décès d'Antonio. Pas de paperasse. De plus, j'étais dévastée par la perte de mon compagnon de 40 ans. Raphaël semblait juste essayer de m'aider, de m'épargner des soucis, mais petit à petit, j'ai remarqué des changements subtils. Les visites hebdomadaires sont devenues mensuelles, les appels quotidiens se sont raréfiés. Je pensais des plaies, dont les larmes je me suis séchée. Comment aurais-je pu le soupçonner? C'est Mariana, mon amie coiffeuse, qui a donné l'alerte. Yvonne, tu ne trouves pas étrange que ton fils vive dans une villa à Morimby alors que tu vis dans un petit appartement? L'argent n'était-il pas à ton mari? Cette question m'a hantée pendant des jours. J'ai commencé à être plus attentive, à poser des questions plus précises. Raphaël était irrité, sur la défensive. Tu ne me fais pas confiance, maman, après tout ce que je fais pour toi. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lorsque j'ai découvert par hasard qu'il avait vendu la ferme d'Atibaya,
l'endroit où Antonio et moi passions tous les week-ends, où nous cultivions nos propres légumes et cueillions les fruits directement de l'arbre, l'endroit où nous comptions passer notre retraite ensemble. Mariana et moi m'avons regardé en silence, mon téléphone a vibré. C'était un message du docteur Gustavo. Procédure lancée, comme indiqué. Blocage efficace en 15 minutes. J'ai souri intérieurement. Joachim est revenu avec le verre de vin mousseux, le posant délicatement devant moi. J'ai levé le verre en silence. Toast. Maman, qu'est-ce que tu fabriques? La voix de Raphaël était tendue, méfiante, célébrant simplement la vérité. Mon fils. Tu sais, pendant longtemps, je me suis convaincue que ta distance n'était qu'une passade, que tu étais occupé à construire ta carrière, ta famille. Je me suis convaincue qu'il était normal pour un fils de s'éloigner de sa mère âgée, surtout quand il a une femme qui me méprise clairement. Patricia ouvrit la bouche pour protester, mais je levai la main, la faisant taire. Je redoublai d'efforts. Je bus une gorgée de vin mousseux, sentant le liquide frais couler dans ma gorge, m'apportant un réconfortant courage. Il y a 3 mois, j'ai commencé à enquêter sur ce qui se passait réellement avec l'argent de ton père. Je me préparais à m'enfuir. Maman, ce n'est pas vrai. Je peux expliquer chaque transaction. Chacun fut interrompu par la sonnerie de son portable. Puis celui de Patricia sonna, puis celui d'Audet. Tous 3 saisirent leur téléphone simultanément, leur visage reflétant une panique grandissante à la lecture des messages. « Qu'avez-vous fait ?» faillit crier Raphaël, attirant les regards curieux des tables voisines. « Je viens de reprendre le contrôle de ce qui me revient de droit, » répondis-je calmement. « Pour l'instant, tous les comptes bancaires sont gelés, les cartes de crédit annulées, les procurations révoquées. La voiture que vous avez conduite jusqu'ici n'est plus à votre nom. Le manoir de Morimby. Vous avez 48 heures pour le quitter. » Patricia laissa échapper un son étranglé, entre le sanglot et le cri. « Vous ne pouvez pas faire ça. En fait, moi, je peux. Tout est à mon nom. Vous. Souvenez? Toi et ton mari avez vécu au crochet de mon argent, vous vous moquiez de moi dans mon dos, me traitant comme une vieille femme idiote et gênante. » Audet se leva brusquement. « C'est absurde, Raphaël, fais quelque chose. » Mais Raphaël paraissait pétrifié, le visage horrifié, tandis que de nouvelles notifications arrivaient sur son téléphone. « J'avais besoin d'aide, et tu étais trop occupé. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Raphaël, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis l'adolescence. « Maman, s'il te plaît, parlons-en. Je peux tout expliquer maintenant? Tu veux parler maintenant que l'argent est parti? Que ton château de cartes s'est effondré? Non, Raphaël, on a dépassé le stade des discussions. » S'approcha discrètement Claudia, la gérante du restaurant. « Tout va bien ici. » « Parfaitement bien, » répondis-je avec un sourire. « En fait, j'aimerais régler l'addition de cette table. » Raphaël ne protesta pas. « Je vais régler notre addition. » Claudia le regarda, puis de nouveau moi, percevant clairement son attention. « Monsieur, votre carte a été refusée lorsque vous avez essayé de payer la compte. Il y a peut-être un problème avec la banque. » Le visage de Raphaël pâlit encore plus, si tant est que ce soit possible. Patricia se mit à pleurer ouvertement, tandis qu'Audet semblait sur le point de piquer une crise. « Comme je te l'ai dit, » dis-je en tendant ma carte à Claudia. « Je paierai l'addition. Considère que c'est mon dernier cadeau. » Lorsque Claudia s'éloigna, je me penchai en avant, regardant mon fils droit dans les yeux. « Tu sais ce qui me fait le plus mal, Raphaël? Ce n'est pas l'argent. Ce n'était jamais l'argent. C'est de savoir que mon fils unique, le garçon que j'ai élevé avec tant d'amour, est devenu un homme capable de mentir, de tromper et d'humilier sa propre mère. Était-ce elle? » Il désigna Patricia, qui haleta sous le choc. « Elle pensait toujours que tu intervenais trop, qu'il fallait prendre nos distances. Ne m'en veux pas, Patricia Sibilou. Tu t'es toujours plainte que ta mère était autoritaire, que nous avions besoin d'espace. » Ainsi commença une violente dispute entre eux, rejetant la faute sur les autres, révélant des vérités douloureuses qui, à un autre moment, m'auraient brisé le cœur. Mais ce soir-là, étrangement, je ne ressentis qu'une paix profonde, comme si je pouvais enfin voir la situation clairement, sans le voile de l'amour inconditionnel qui m'avait toujours aveuglé. Mes yeux doux, emplis d'inquiétude. « Comment c'était, Yvonne? Tu vas bien ?» Je jetai un dernier regard en arrière, vers la table où mon fils et sa famille continuaient de se disputer. Le début de ma libération, de ma capacité à enfin me faire passer en premier,
à exiger le respect que j'avais toujours mérité. La suite était encore incertaine. Raphaël tenterait probablement de contester mes actes. Peut-être même viendrait-il me voir, repentant, une fois la poussière retombée. Mais une chose était sûre. Dans les rues illuminées de la ville, j'ai raconté à Antenor tout ce qui s'était passé. J'ai dit à mon fils et au monde que la vie d'une femme de 67 ans ne s'arrête pas quand elle est trompée. En fait, c'est là qu'elle commence vraiment. Le lendemain matin, cette nuit qui a tout changé, je me suis réveillée avec une étrange sensation. Le soleil filtrait à travers les rideaux de ma chambre, créant des motifs dorés sur le parquet. Ma vie, tout est revenu. Je me suis redressée dans mon lit, les yeux fixés sur le portrait d'Antonio sur la table de nuit. « Tu as vu ça, mon vieux ?» ai-je murmuré à la photo. « Tu as toujours dit qu'un jour j'exploserais. » Mes pensées. J'ai regardé l'écran. C'était Mariana, mon amie coiffeuse. J'ai répondu, la voix encore rauque de sommeil. « Yvonne, pour l'amour du ciel, que s'est-il passé ? Toute la ville en parle. » Je me suis redressée, soudain alerte. « Que veux-tu dire, Marie ? De quoi parles-tu ? » Du scandale de Sabor et Marté. Joachim Garçon est le cousin de mon beau-frère. Il m'a dit que tu avais laissé ton fils, ta belle-fille et sa belle-mère dans un désespoir total. Il a dit que tu avais tout bloqué, carte, compte, il ne pouvait même pas utiliser la voiture pour partir. J'ai poussé un profond soupir. Après des années de mépris et de manipulation, j'ai finalement agi. Oh, mon ami, je suis choquée, mais aussi un peu fière. Tu sais, j'ai toujours pensé que cette belle-fille était une vipère ? Et Raphaël ? Eh bien, il a tellement changé depuis son mariage. Mais dis-moi franchement ce que tu vas faire maintenant. La question est restée en suspens quelques secondes. Que ferais-je maintenant ? Jusque-là, mon plan avait simplement été de reprendre le contrôle de mes biens, de donner une leçon à mon fils et à sa famille. Mais après ? Je n'avais pas beaucoup réfléchi. Au-delà de ça, je ne sais pas exactement, Marie. Je crois que je dois d'abord tout organiser avec le docteur Gustavo, comprendre exactement ce que j'ai perdu, ce que je peux récupérer. Tu veux que je passe plus tard ? On pourra discuter davantage. J'ai apporté cette teinture que tu aimes. On pourra te coiffer pendant qu'on se parle. J'ai souri, reconnaissante d'avoir de vrais amis au milieu de tant de tromperies. Ce serait génial. Marie, viens déjeuner. Je te ferai ces lasagnes que tu aimes. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le lit quelques minutes, pensive. Le téléphone a sonné à nouveau. C'était Raphaël. Je l'ai ignoré. Il a sonné à nouveau. Et encore ? Et encore. À la 5e tentative, j'ai décidé de répondre. Bonjour. Ma voix était plus ferme que prévu. Maman. Sa voix était étranglée, comme s'il avait pleuré toute la nuit. Il faut qu'on parle. Tu ne peux pas nous faire ça. On n'a nulle part où aller. Un pincement de culpabilité m'a envahi. Cet instinct maternel qui ne disparaît jamais complètement. Peu importe à quel point on est blessé. Mais ensuite, je me souvenais des rires, du mépris, des années passées à être traité comme un inconvénient. Tu as l'appartement d'Audet à Tatuapé ? J'ai répondu sec, celui qu'elle cache pour les locations saisonnières. Ou peut-être pourrais-tu demander de l'aide à l'un de ces riches amis avec qui tu aimes jouer au golf le dimanche tout en me disant que tu es trop occupé pour lui rendre visite. Comment sais-tu pour son appartement ? Il semblait sincèrement surpris. Je sais beaucoup de choses, Raphaël, des choses que tu crois bien me cacher. Ce vieux fou n'est pas si bête après tout. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis sa voix changea. Ce n'était plus de la supplication, mais de la colère. Tu vas le regretter, mère. Tu ne peux pas nous laisser à la rue. J'ai des droits sur cette propriété. Non, pas toi. Tout est à mon nom, exactement comme ton père l'a laissé. Tu ne l'as géré qu'avec ma permission. Permission qui vient d'être révoquée. Je vais contester cette décision en justice. J'ai des procurations, des documents, des procurations révoquées hier soir. Ai-je interrompu calmement. Et quant aux documents, eh bien, beaucoup portent des signatures qu'un bon expert identifierait facilement comme falsifiées. Tu veux vraiment porter l'affaire devant les tribunaux, Raphaël ? Tu es sûr de vouloir que tout soit révélé ? Les détournements de fonds, les ventes non autorisées, les comptes secrets ? Un autre silence, plus long cette fois. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était étouffée. Que veux-tu, maman ? Je veux du temps. Du temps pour décider de ce que tu vas faire de toi, de la succession,
de tout. Pour l'instant, toi et Patricia pouvez rester dans l'appartement de ma mère à Pinero. Il est petit, mais il a tout ce qu'il faut. Le docteur Gustavo a les clés. Vous aurez une modeste allocation, mais suffisante pour vous maintenir saine d'esprit pendant que vous réorganisez vos vies. Une allocation, comme si nous étions des enfants, comme vous m'avez traité, comme un enfant qui ne comprend pas l'argent, qui a besoin d'être protégé de ses propres décisions. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des engagements. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était un mélange d'adrénaline et d'un étrange sentiment de libération. Pendant des années, j'avais vécu dans l'ombre de mon fils, le laissant prendre des décisions à ma place, me rabaisser, me traiter comme une. Ce coup de fil a marqué la fin de cette dynamique. Je me suis levée et suis allée aux toilettes. J'ai regardé mon reflet dans le miroir en me brossant les dents. La femme qui me regardait était différente. Les mêmes cheveux gris, les mêmes rides qui marquaient le passage du temps sur mon visage, mais il y avait quelque chose de nouveau dans mon regard, une étincelle que je n'avais pas vue depuis longtemps. Après une douche rafraîchissante, je me suis habillée avec soin. J'ai choisi une robe qui traînait au fond de mon placard depuis des années, bleu turquoise, avec une coupe élégante qui mettait ma silhouette en valeur. Antonio a toujours aimé me voir dans cette couleur. Elle va bien avec vos yeux, a-t-il dit. J'ai complété le tout avec un collier de perles que j'avais reçu pour nos 40 ans de mariage. Quelques mois avant son départ, alors que je prenais mon petit déjeuner sur le balcon, profitant du soleil matinal, mon téléphone portable a de nouveau sonné. C'était le docteur Gustavo. Madame Yvonne, bonjour. J'espère que je n'appelle pas trop tôt. Pas du tout, docteur. À mon âge, on se réveille en même temps que les oiseaux. Il rit brièvement. Eh bien, j'ai des nouvelles. Nous avons réussi à bloquer tous les comptes et cartes comme prévu. La révocation des procurations a déjà été enregistrée. Concernant les biens, nous avons déjà informé l'administrateur du changement de propriétaire et de contrôle. Lui et sa femme sont arrivés tôt. Ils semblaient en bonne santé, pas au mieux de leur forme, mais les clés ont été remises et j'ai expliqué les conditions convenues. Merci, docteur. Et concernant l'autre point dont nous avons discuté. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Ah oui. Concernant la fondation. J'ai déjà entamé les démarches. C'est un processus un peu long, mais parfaitement réalisable. On peut se voir plus tard ce matin. Une semaine pour discuter des détails, si tu préfères. Ce serait super. Et si on se retrouvait jeudi à ton bureau? Après avoir finalisé les détails et raccroché, je me suis assise, contemplant la ville qui s'étendait en contrebas de mon appartement. Sao Paulo, toujours animée, toujours en mouvement. C'était important, une organisation qui aidait les femmes âgées victimes de maltraitance financière et émotionnelle de la part de membres de leur famille. Un endroit où elles pouvaient trouver un soutien juridique, psychologique et financier pour se libérer de situations comme celles que j'avais vécues, car je savais que je n'étais pas seule. Il y avait des milliers d'Yvonne, des femmes qui consacraient leur vie à leur famille pour être abandonnées quand elles devenaient gênantes. Le téléphone a sonné à nouveau, interrompant mes pensées. C'était Tante Nord. 4. J'espère ne pas te déranger trop tôt. Sa voix douce m'a souri. Tante Nord était entrée dans ma vie de manière si inattendue. Un jour, je suis entrée dans sa petite librairie à la recherche d'un livre de crochet pour passer le temps. Nous avons fini par parler pendant des heures de littérature, de musique, de la vie. Lui, comme moi, il était veuf. Il comprenait la solitude, le vide qui accompagne l'existence. Tu as perdu un compagnon de longue date. Pas du tout, Tante Nord. En fait, je pensais t'appeler. Je voulais te remercier pour hier soir. Il n'y a rien à te remercier. J'étais inquiet. Comment te sens-tu aujourd'hui? J'ai réfléchi un instant avant de répondre. Étrangement bien, comme si un poids énorme s'était ôté de mes épaules. Un peu coupable aussi, je l'avoue. Après tout, c'est mon fils. Ce n'est pas ta faute, Yvonne. Tu lui as donné toutes les chances de faire ce qu'il fallait. Il a fait ses choix. J'ai hoché la tête en silence. Oui, tu as raison. Et maintenant? Je dois faire les miens. Des projets pour aujourd'hui? Je me suis dit qu'on pourrait peut-être déjeuner ensemble. Il y a un nouveau restaurant italien près de la librairie, qu'ils disent excellent. J'ai souri, sentant une agréable chaleur dans ma poitrine. J'adorerais, mais j'ai déjà pris rendez-vous avec Mariana pour déjeuner ici. Elle veut connaître tous les détails du grand scandale, comme elle l'appelle. Mais je suis libre pour un café l'après-midi si l'invitation est lancée.
C'est sûr. Je viendrai te chercher à 16 heures. Après avoir raccroché, j'ai fini mon café et j'ai décidé qu'il fallait que je sorte, que je marche un peu, que je me ressaisisse. J'ai attrapé mon sac et je suis descendu sur la Praçada Sara Alucaria, mon refuge quotidien depuis mon arrivée dans le quartier de Saude. L'air était frais, typique des matins d'automne à Sao Paulo. Je me suis assise sur mon banc habituel, regardant les enfants jouer sous l'œil attentif des nounous et des grands-parents. Une femme aux cheveux blancs, peut-être même plus âgée que moi, essayait d'apprendre à sa petite fille à faire du vélo. La scène m'a fait un pincement au cœur. Je n'aurais jamais vécu ces moments avec mes petits-enfants, si Raphaël et Patricia avaient un jour des enfants. C'est alors que j'ai remarqué une femme assise seule sur un autre banc, le regard perdu. Quelque chose dans son expression a attiré mon attention. Il y avait de la douleur, de la solitude. Je l'ai reconnue, car c'était le même regard que j'avais vu dans le miroir pendant tant d'années. Des années. Sans trop réfléchir, je me suis levée et je me suis approchée d'elle. « Bonjour. Ça vous dérange si je m'assois ?» Elle a levé les yeux. Surprise ? Non, bien sûr que non. Je me suis assis, et nous sommes restés quelques minutes en silence, à regarder la place, la vie qui s'animait autour de nous. « Je m'appelle Yvonne », a finalement dit Elena. Elle a répondu avec un petit sourire. « Je viens ici tous les jours. Je ne vous ai jamais vu. » Elena a soupiré. « Je ne sors pas beaucoup d'habitude, mais aujourd'hui, j'avais besoin d'air, vous savez ? Parfois, j'ai l'impression que les murs de ma maison vont m'étouffer. » J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement son sentiment. Des problèmes. Elle a hésité, visiblement peu habituée à se confier à des inconnus. Mais il y avait quelque chose dans cet instant, le calme matinal, le fait que nous soyons deux femmes aux cheveux gris assises sur une place, qui a immédiatement créé une connexion. « Mon fils », a-t-elle finalement dit, « il veut que je vende ma maison et que j'emménage dans un endroit plus petit, plus adapté à une femme de votre âge. Ce qu'il veut vraiment, c'est l'argent de la vente. La maison est grande à Brooklyn, elle vaut cher ces jours-ci. » Un déclic s'est produit en moi. C'était comme entendre ma propre histoire racontée par une autre voix. « Et que veux-tu, Elena ?» Elle a semblé surprise par la question, comme si personne ne s'était soucié de son avis depuis longtemps. « Je veux rester chez moi. J'y ai élevé mes enfants. Mon mari et moi avons construit chaque recoin avec tant d'amour. Je ne veux pas passer mes dernières années dans un appartement minuscule, loin de tout ce que je connais. » À cet instant, comme une illumination, j'ai su exactement ce que je devais faire. La fondation ne serait pas juste une idée, un projet lointain. Elle serait réelle, tangible, nécessaire, car il y avait beaucoup d'Elena, beaucoup d'Yvonne, des femmes dont les voix avaient été réduites au silence, dont les désirs avaient été ignorés, dont l'héritage durement acquis était l'objet de disputes comme s'il n'existait plus. « Elena », ai-je dit en sortant une carte de mon sac à main et en inscrivant mon numéro de téléphone au dos. « Veux-tu prendre un café avec moi un de ces jours ? J'ai une histoire à te raconter, et peut-être qu'ensemble nous pourrons écrire un nouveau chapitre. » Elle prit la carte, confuse mais intriguée. « Oui, je le ferai. » Je me levai, pleine de détermination. « Excellent. Maintenant, il faut que j'y aille. Je déjeune avec une amie, et puis, eh bien, j'ai toute une vie à réorganiser. » En rentrant chez moi, le pas plus léger que je ne l'avais été depuis des années, je réalisais que ce qui s'était passé au restaurant Sabor et MRT n'était pas la fin d'une histoire, mais le début de bien d'autres, le moment où j'ai décidé non seulement de me réapproprier mon héritage, mais de l'utiliser pour faire changer les faits. Le moment où j'ai compris que ma voix, mon expérience, ma douleur pouvait devenir une force pour d'autres femmes. Et pour la première fois depuis le départ d'Antonio, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé un but. Je n'étais plus seulement la veuve, la mère de quelqu'un. J'étais Yvonne Medero, une femme de 67 ans qui entamait son plus important voyage. Mariana arriva ponctuellement pour le déjeuner, apportant avec elle non seulement la teinture capillaire promise, mais aussi. Et puis un gâteau aux carottes avec glaçage au chocolat, qu'elle savait être mon préféré. Dès que j'ai ouvert la porte, elle m'a serré fort dans ses bras, comme pour exprimer par ce geste tout le soutien que les mots ne pouvaient exprimer. « Tu es magnifique », s'est-elle exclamée en m'observant. « Cette robe turquoise ? Ça fait combien de temps que je ne l'ai pas vue ? Et il y a quelque chose de différent dans tes yeux, Yvonne. Une énergie nouvelle. » J'ai souri en la conduisant à l'appartement. Voilà ce qui arrive quand on se libère enfin de chaînes dont on ignorait même l'existence. La table était déjà dressée sur le balcon, profitant de la vue privilégiée qu'offrait mon appartement sur la ville. Bien que petit, l'appartement du quartier de Saude était bien situé,
au 10e étage d'un immeuble ancien mais bien entretenu. De là, on apercevait au loin le vert du parc d'Ibirapura, contrastant avec le gris des immeubles. Alors, commença Mariana tandis que je servais les lasagnes que j'avais préparées. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Comment avez-vous planifié cela? Pour combien de temps? Et comment as-tu eu ce courage? Je nous ai servi un verre de vin blanc, chose que je faisais rarement en journée, mais l'occasion semblait mériter une petite célébration. Le courage est venu de la douleur, Marie, des humiliations répétées, des petites trahisons quotidiennes, du sentiment croissant d'invisibilité. Tu sais ce que c'est. On nous apprend à nous renier, à faire passer les autres en premier, surtout nos enfants. Pendant des années, j'ai pensé que c'était de l'amour, un sacrifice nécessaire, mais la frontière est ténue entre l'amour et la soumission, entre la générosité et l'exploitation. Raphaël a franchi cette limite il y a longtemps. Il m'a juste fallu un certain temps pour m'en rendre compte. Mariana a hoché la tête, le regard fixe, fixé sur moi pendant que je parlais. Coiffeuse depuis plus de 30 ans, elle plaisantait en disant qu'elle était à moitié esthéticienne, à moitié thérapeute. Les femmes me disent des choses qu'elles ne confesseraient même pas à leur prêtre, disait-elle. Et pour le gel de compte, comment as-tu réussi à le faire si vite? J'ai pris une gorgée de vin avant de répondre. Ça a commencé il y a environ 3 mois. Après mon opération de la cataracte, Raphaël n'est même pas venu me chercher à l'hôpital. C'est là que j'ai compris que quelque chose clochait. J'ai donc consulté le docteur Gustavo Macedo, avocat spécialisé en droit de la famille. Il m'a aidé à comprendre ma situation juridique, vérifiant que les biens étaient toujours à mon nom, même si Raphaël gérait tout. Et il ne s'est jamais douté, ton fils? J'ai secoué la tête. Raphaël était si sûr de lui, si certain que je n'étais qu'un vieil imbécile inoffensif, qu'il n'a même pas envisagé la possibilité que je joue dans son dos. Pendant ce temps, le docteur Gustavo et moi avons tout préparé. La révocation des procurations, le blocage des comptes, la reprise du contrôle des biens. Tout était prêt à être activé d'un simple coup de fil. Et cet appel a eu lieu hier soir depuis les toilettes du restaurant. Ce n'était pas une question, mais une observation. Exactement. Quand je les ai vus rire de moi, quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être qu'il s'est ressaisi, je ne sais pas. Mais je savais qu'il était temps. J'ai appelé le docteur Gustavo et je n'ai dit qu'un mot. C'était le signal convenu. Mariana a laissé échapper un léger sifflement d'admiration. Puis, comment était-ce de les affronter? J'ai fermé les yeux un instant, revivant la scène. Quand je suis retournée à l'heure à la table, Raphaël recevait déjà les premières notifications sur son portable, l'air paniqué. J'avoue avoir ressenti une satisfaction que je n'aurais jamais imaginée. Il ne s'agissait pas de vengeance, vous savez? Il s'agissait de justice, d'un équilibre rétabli. Et que leur avez-vous dit? La vérité, qu'ils récoltaient ce qu'ils avaient semé, que des années d'irrespect et de manipulation étaient terminées, que la maison où ils vivaient, les voitures qu'ils conduisaient, les cartes de crédit qu'ils utilisaient pour leurs extravagances, tout était bloqué ou en voie d'annulation. Et eux, Patricia, se sont mis à pleurer. Ces faux pleurs, vous savez? De quelqu'un qui se soucie plus des apparences que de ce qu'il ressent vraiment. Audet, la belle-mère, était furieuse. Je ne crois pas l'avoir jamais vue aussi mal en point. Et Raphaël, mon fils, est passé par toutes les phases, le choc, le déni, la colère. Et finalement, quand il a compris que c'était vrai, que j'avais vraiment pris le contrôle, il s'est mis à supplier. Mariana s'est assise. Son verre de vin, penché en avant avec intérêt. Et tu as cédé? Je secouai fermement la tête. Non. Pendant des années, j'ai cédé à tous les caprices, à toutes les manipulations. Plus maintenant. Je lui ai dit qu'il pourrait rester dans l'appartement de Pinero, qui appartenait à ma mère, un endroit modeste mais décent, et qu'il recevrait une allocation suffisante pour ne pas être dans le besoin pendant qu'ils réorganisaient leur vie. Et comment a-t-il réagi à cela? J'ai ri brièvement. Comment imaginez-vous avec indignation? Une allocation? Comme si nous étions des enfants, c'est ce qu'il a dit. Ironique, non? Considérant que c'est exactement comme ça qu'il m'a traité toutes ces années. Mariana hocha la tête, ses yeux brillant de quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Tu sais, Yvonne, pendant toutes ces années d'amitié, je ne t'ai jamais vu aussi vivant. C'est comme si une flamme s'était rallumée. C'est exactement ce que je ressens, Marie. Comme s'il s'était réveillé d'une longue torpeur. Je nous ai servi plus de vin. Mais le plus surprenant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Après. Ce matin,
Il est allé chez Prasad Asarokariya, comme je le fais toujours. Là, j'ai rencontré une dame appelée Elena. Elle vit quelque chose de similaire, son fils lui faisant pression pour qu'elle vende la maison pour garder l'argent. Nous avons discuté brièvement, j'ai échangé des contacts avec elle et là, assis sur ce banc de parc, j'ai eu une révélation. Mariana m'a regardé avec curiosité. Quel genre d'épiphanie? J'ai réalisé que je n'étais pas la seule, qu'il y avait des milliers de femmes comme moi. Des veuves, des femmes âgées, des enfants qui ne les voient que comme une source de ressources ou comme un fardeau. Et je me suis dit, et si je pouvais les aider? Et si j'utilisais mon expérience, ma richesse nouvellement récupérée pour faire une différence? Les yeux de Mariana s'écarquillèrent de compréhension. La fondation, cette idée que vous évoquiez il y a quelques semaines, exactement. Ce ne serait pas seulement une réorganisation financière, comme je le pensais au départ. Ce serait une véritable organisation qui offre un soutien juridique, psychologique et même financier aux femmes âgées victimes d'abus de la part de membres de leur famille. Un endroit où elles pourraient trouver une voix, un soutien et surtout, du respect. Mariana a pris mes mains dans les siennes, les yeux brillants d'émotion. Yvonne, c'est merveilleux, tu transformerais ta douleur en but, ton expérience en aide pour les autres. J'ai hoché la tête, sentant grandir en moi une conviction. J'ai déjà commencé les procédures avec le docteur Gustavo. Bien sûr, ce sera un long processus bureaucratique, mais j'ai le temps, j'ai des ressources et maintenant j'ai de la détermination. Cheveux, je me sentais étrangement légère, comme si un poids que j'avais porté pendant des années avait enfin été soulevé. J'ai à peine eu le temps de réaménager la cuisine que la sonnette retentit à nouveau. J'ai regardé par le Judas et mon cœur a raté un battement. C'était Raphaël. Pendant un moment, j'ai envisagé de ne pas répondre, puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. Mon fils était méconnaissable. Ses yeux étaient rouges et gonflés, ses cheveux étaient ébouriffés, ses vêtements toujours impeccables, froissés comme s'il avait dormi dedans. Maman, sa voix était rauque. Pouvons-nous parler? J'ai hésité un instant, puis je me suis écartée, lui permettant d'entrer. Raphaël regarda autour de lui, comme s'il retrouvait l'appartement où il avait grandi. Ses yeux s'arrêtèrent sur la photo d'Antonio sur l'étagère. Vous n'avez rien changé ici, avez-vous commenté? Certaines choses méritent d'être préservées, répondis-je simplement. D'autres doivent changer. Il hocha lentement la tête, semblant comprendre le sous-texte. L'appartement à Pinero est plus petit que ce que j'imaginais. C'est plus grand que beaucoup de gens à voir. J'ai regardé. Il dispose de 2 chambres, un grand salon, une cuisine complète. C'était suffisant pour ma mère. Cela vous suffira. Raphaël détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Patricia ne gère pas bien tout cela. Elle était habituée à un certain niveau de vie, un niveau qui n'était ni durable ni mérité, un niveau construit à mes frais, avec la sueur du travail de son père. Il n'a pas répondu immédiatement. Il s'est assis sur le canapé, paraissant soudain beaucoup plus âgé que ses 42 ans. Pourquoi maintenant, maman? Pourquoi après si longtemps? La question restait en suspens entre nous. Je me suis assis sur la chaise d'en face, en gardant une distance de sécurité, car j'ai enfin compris que ce que tu appelais l'amour était du contrôle, que ce que tu appelais le souci était de la manipulation, que tant que je le permettrais, tu continuerais à me traiter comme un enfant sénile, incapable de prendre mes propres décisions. Ce n'était pas comme ça. Il protesta faiblement. Non. Alors dis-moi, Raphaël, pourquoi as-tu vendu la ferme d'Atibaya sans me consulter? Vraiment cet endroit que ton père et moi avons construit avec tant d'amour, où avions-nous prévu de passer notre jeunesse? Il déglutit difficilement. C'était un mauvais investissement. Cela causait des pertes. Mentir. Je l'interrompis, gardant ma voix calme mais ferme. Il l'a vendu parce qu'il voulait avoir de l'argent pour acheter ce bateau, celui que l'on utilise rarement, mais que l'on aime montrer sur les réseaux sociaux. Et la maison sur la plage que vous fêtiez hier, l'avez-vous achetée avec l'argent de la vente des actions que votre père vous a laissées? Des actions dont je ne savais même pas qu'elles avaient été liquidées. Raphaël baissa la tête, incapable de soutenir mon regard. J'allais te le dire, quand allais-je me rattraper? Après avoir été dans la tombe, après avoir vendu ou dépensé tout ce que son père et moi avions construit au cours de notre vie, les larmes ont commencé à couler sur le visage de mon fils. Pendant un instant, j'ai vu en lui le garçon qui avait été autrefois vulnérable, ayant besoin de mon amour et de ma protection. Mais ensuite je me suis souvenu des rires au restaurant, du mépris, des années de petite cruauté. Que veux-tu, Raphaël? Pourquoi es-tu venu ici? Il leva les yeux,
ses yeux rouges fixés sur les miens. Je veux une autre chance, maman. Je sais que j'ai fait une erreur, que nous nous sommes éloignés du chemin, mais nous sommes une famille. Du sang de ton sang. Famille. Répétez-je lentement. Vous souvenez-vous de cela lorsque vous m'avez laissé seule à l'hôpital après mon opération, lorsque vous avez oublié mon 65e anniversaire, lorsque vous vous êtes moqué de moi dans mon dos avec votre femme et votre belle-mère? Il n'avait aucune réponse à ces questions, seulement des larmes silencieuses qui continuaient de couler. L'allocation que j'ai établie est suffisante pour que vous puissiez vivre dignement, mais pas dans le luxe. L'appartement est propre, bien situé, meublé. Si tu as besoin de travail, je peux passer quelques appels. J'ai encore des contacts de l'époque où ton père était en vie, mais le contrôle des biens, Raphaël, ne te revient pas entre les mains. Non, après ce que tu as fait à lui et à moi. Et si je change? Si je prouve que je peux être le fils que tu mérites? Je l'ai regardé pendant un long moment. Il n'y avait aucune colère en moi, juste une détermination tranquille. Peut-être qu'avec le temps, nous pourrons reconstruire notre relation, mais ce sera différent maintenant. Basé sur le respect mutuel, pas sur la manipulation, le véritable amour, pas intérêt, mais cela dépendra plus de vous que de moi. Raphaël hocha lentement la tête, semblant comprendre, peut-être pour la première fois, la gravité de ses actes et la détermination qui se cache derrière la mienne. Puis-je te serrer dans mes bras avant de partir? La question m'a pris par surprise. Un instant, j'ai hésité. Puis je me suis lentement levée et j'ai ouvert les bras. Raphaël se leva et m'enveloppa dans une étreinte serrée, son corps tremblant de sanglots silencieux. « Je suis désolé, maman, murmura-t-il contre mes cheveux. Je suis désolé pour tout, je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé l'étreinte durer encore quelques secondes avant de m'éloigner doucement. Rentre chez toi, Raphaël, dans ta nouvelle maison, réorganise tes priorités, repense tes choix et quand tu seras prêt pour une conversation honnête, sans manipulation, je serai là. » Après son départ, je me tenais au milieu de la pièce, un tourbillon d'émotions en moi. Une partie de moi avait envie de courir après lui, de lui dire que tout allait bien, qu'il pouvait retourner dans son manoir, que je m'annulerais à nouveau pour lui faciliter la vie. C'était la mère, l'instinct parlant, celui qui ne disparaît jamais complètement. Mais une autre partie, la femme qui avait enfin trouvé sa voie et sa valeur, savait que c'était la bonne voie. Douloureux, certes, difficile, sans doute, mais nécessaire. Le téléphone sonna, interrompant mes pensées. C'était le docteur Gustavo. Madame Yvonne, désolée de rappeler, mais j'ai pensé que vous aimeriez savoir. Nous avons trouvé un acheteur intéressé pour le site d'Atibaya. Il est prêt à le revendre pour le même montant qu'il a payé. Apparemment, il ne connaissait pas les circonstances de la vente et était, disons, assez embarrassé lorsqu'il a découvert. J'ai senti une vague d'émotion m'envahir. La ferme, notre refuge, l'endroit où Antonio et moi avons passé tant de week-ends heureux, où nous avions prévu de vieillir ensemble. C'est merveilleux, docteur. Pouvons-nous continuer la négociation? Bien entendu, j'ai déjà commencé les démarches. Avec un peu de chance, dans quelques semaines le site sera de nouveau à votre nom. Après avoir raccroché, je me dirigeai vers le balcon, regardant le soleil qui commençait à se coucher sur la horizon de Sao Paulo. Les lumières de la ville ont commencé à s'allumer, créant un tapis de stars urbaines. J'ai pensé à Raphaël, dans son modeste appartement de Pinheiro. J'ai pensé à Elena, la dame que j'ai rencontrée sur la place. J'ai pensé à la fondation que j'allais créer. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, je me considérais non pas comme une mère, non pas comme une veuve, non pas comme une vieille femme à tolérer, mais comme une femme ayant un but, une voie, un avenir. La sonnette retentit à nouveau. Il était en avance, ponctuel, comme toujours, pour notre café de l'après-midi. Quand j'ai ouvert la porte, il m'a offert un petit bouquet de marguerites, simple, sans prétention, authentique, comme lui. J'ai apporté des fleurs pour correspondre à ton sourire. Il l'a dit avec cette gentillesse qui était sa marque de fabrique. J'ai accepté le bouquet, sentant une agréable chaleur se répandre dans ma poitrine. Merci en ténor. Voulez-vous entrer? Je viens de préparer du café frais. Alors que nous étions assis sur le porche, regardant la ville s'éclairer lentement sous le ciel qui s'assombrissait, j'ai réalisé que la confrontation avec Raphaël, il ne s'agissait pas seulement d'argent, de propriété ou de contrôle. Il s'agissait de dignité, de me permettre d'être vu, entendu, respecté, d'établir des limites et des conséquences claires lorsque ces limites étaient franchies. Et même si le chemin à parcourir était encore incertain, pour la première fois depuis longtemps, j'avais un véritable espoir, car j'avais enfin trouvé ma voie.
Et cette voix, j'ai découvert, était bien plus forte que quiconque, y compris moi-même, ne l'avait jamais imaginé. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit au restaurant Sabor et MRT. L'automne avait laissé la place à l'hiver, qui à son tour avait laissé la place au printemps. Les arbres de la Praçada Araucaria, où je me promenais chaque matin, affichaient désormais une explosion de couleurs, des verts vibrants, des jaunes doux, quelques touches de rouge dans les fleurs qui commençaient à éclore. Tout comme la nature, ma vie s'est également épanouie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible à 67 ans. Ce matin de septembre, je me suis réveillée avec le soleil qui brillait à travers les fentes du rideau. Je n'étais plus dans mon appartement, dans le district sanitaire, mais dans la ferme d'Atibaya, que j'avais réussi à se rétablir après de longues négociations. Le chant des oiseaux a remplacé la symphonie urbaine des klaxons et des moteurs. L'air sentait la terre humide et le café frais. Je me relevai lentement, sentant mon corps protester avec de petites douleurs, rappel quotidien que le temps ne s'arrête pas. J'ai enfilé un peignoir par-dessus ma chemise de nuit et me suis dirigé vers le porche en bois qui entourait la maison. Là, je trouvai Antenor déjà réveillé, assis dans un rocking chair, lisant un livre en buvant son café. « Bonjour, somnole. » Il sourit, marquant la page et mettant le livre de côté. « Quelle heure est-il » ai-je demandé en acceptant la tasse qu'il m'a offerte. « Presque 9 heures. Vous aviez besoin de vous reposer après la journée bien remplie d'hier. » J'ai hoché la tête, me souvenant de l'inauguration officielle de la Fondation Novo Camino l'après-midi précédent. Après des mois de planification, des rencontres interminables avec des avocats, des comptables et des travailleurs sociaux, nous avions enfin ouvert les portes de l'organisation qui était devenue mon nouveau but dans la vie. L'idée née de cette rencontre fortuite avec Elena sur la place s'était transformée en quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Avec l'aide du docteur Gustavo, j'ai parlé à des experts, étudié des modèles similaires dans d'autres pays et conçu une structure qui pourrait réellement faire une différence dans la vie des femmes âgées victimes de violences financières et émotionnelles de la part de membres de leur famille. Nous avions acheté une vieille maison dans le quartier de Consolação et l'avions entièrement rénovée. Le rez-de-chaussée abritait un espace commun avec une bibliothèque, un salon et un petit café. Au premier étage, nous disposons de bureaux d'assistance juridique et psychologique. Dans le second, des salles pour des ateliers et des cours, de l'éducation financière aux cours d'art et de technologie. Tout est conçu pour autonomiser des femmes qui, comme moi, ont été réduites au silence, manipulées, traitées comme incapables par ceux qui devraient les aimer et les protéger. Vous avez l'air pensif, observa Antenor, interrompant ma rêverie. J'ai souri en prenant une gorgée du café parfaitement infusé, ni trop fort, ni trop faible, juste comme je l'aimais. Antenor avait rapidement appris mes préférences, tout comme j'avais appris les siennes. C'était l'une des nombreuses qualités qui m'ont enchantée chez cet homme qui est entré dans ma vie d'une manière si inattendue et transformatrice. Je pense à la façon dont la vie change. Il y a 6 mois, je me sentais invisible, impuissante, piégée dans un réseau de manipulation dont je n'avais même pas réalisé l'existence. Aujourd'hui, regardez-nous. Antenor sourit, ses yeux brillants de cette affection calme qui me réconfortait tant. Ce n'était pas une passion adolescente de celles qui consument puis s'éteignent. C'était un sentiment de maturité, fondé sur le respect mutuel, la camaraderie et une profonde compréhension des douleurs et des joies qui accompagnent seulement l'expérience d'une longue vie. En parlant de nous regarder, il commença par s'ajuster dans le fauteuil à bascule. J'ai beaucoup pensé à ça ces derniers temps, à nous. J'ai ressenti des papillons dans mon ventre, semblables à ce que j'ai ressenti quand j'étais adolescente. Lorsqu'un garçon s'approchait de moi pour danser. C'était drôle de voir comment, même à 67 ans, certaines émotions restaient inchangées au fil du temps. « Et à quoi as-tu pensé » ai-je demandé en essayant de garder une voix décontractée. Antenor inspira profondément, comme quelqu'un qui rassemble son courage. « Je pensais que j'aime vraiment me réveiller à côté de toi, partager mes journées avec toi. Ces week-ends à la ferme ont été, eh bien, ce sont les moments les plus heureux que j'ai vécus depuis de nombreuses années. » J'acquiesçai, sentant une chaleur agréable se répandre sur ma poitrine, pour moi aussi. Il continua donc à fouiller dans la poche de sa robe et à en sortir une petite boîte en velours bleu. « J'aimerais savoir si vous accepteriez de faire de ces moments notre routine permanente. Pas nécessairement en tant que mari et femme. Ces formalités n'ont peut-être plus de sens pour nous à ce stade de la vie. Mais comme des compagnons, des partenaires, des complices, il ouvrit la boîte et révéla non pas une bague de fiançailles traditionnelle, mais 2 simples alliances en argent, avec de petites gravures que je ne distinguais pas de loin. Les larmes coulèrent avant qu'il puisse les contenir. Il n'était pas de tristesse,
ni même de pure joie. C'était un sentiment plus complexe. Gratitude pour le nouveau départ, un soupçon de mélancolie pour les années perdues. Et au-dessus tout un sentiment profond d'être exactement là où je devrais être. Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant. Ajouta-t-il rapidement, remarquant mon excitation. C'est juste une idée, une invitation. Nous pouvons continuer ainsi, si vous préférez. J'ai essuyé mes larmes du revers de la main, riant de ma propre émotivité. Antenor Peixoto, à 71 ans, tu peux encore me faire pleurer comme un adolescent. Il sourit. Ses propres émotions étaient évidentes dans ses yeux larmoyants. C'est un cadeau. Il a plaisanté. J'ai tendu la main pour toucher la boîte en velours. Puis-je regarder de plus près? Il hocha la tête en me tendant le petit objet. Les bagues étaient encore plus belles de près, en argent poli, avec des gravures discrètes qui, en y regardant de plus près, j'ai remarqué qu'elles formaient de petites vagues continues. À l'intérieur de chaque anneau, une inscription, de nouveaux chemins. Le nom de votre fondation. Expliqua Anténor. Pourquoi est-ce ce que nous avons trouvé ensemble? Ce n'était pas une nouvelle voie. Quand nous pensions tous les deux que nous avions atteint le bout du chemin, je ne pouvais pas répondre avec des mots. Je viens de me lever, j'ai fait le tour de la petite table qui nous a séparés et la serré fort dans ses bras. Il lui rendit son étreinte, son corps solide et familier désormais. Un refuge qui est arrivé au moment où je m'y attendais le moins, mais quand j'en avais le plus besoin. Est-ce un oui? Demanda-t-il après quelques instants. Sa voix douce contre mes cheveux. C'est un oui absolu, répondis-je en m'éloignant juste assez pour le regarder dans les yeux, mais à une condition. Il haussa les sourcils d'un air interrogateur. Laquelle? Puisses-tu m'accompagner cet après-midi? J'ai une visite importante à faire et j'aimerais que tu sois à mes côtés. Antenora l'a ressenti sans hésitation. Tu sais que j'irai avec toi au bout du monde, Yvonne Médéro. Après un long petit déjeuner sur le balcon, entouré par la verdure luxuriante du site, nous nous sommes préparés à retourner en ville. La visite qu'il envisageait ne serait pas facile, mais elle était nécessaire. Il était temps de mettre fin au cycle, de transformer les blessures en des cicatrices, des marques qui nous rappellent la douleur, mais qui ne saignent plus. 2 heures plus tard, nous nous sommes garés devant un petit immeuble du quartier de Pinero. J'ai pris plusieurs respirations profondes, sentant la main d'Antenor sur la mienne, transmettant une force silencieuse. Tu es sûr de vouloir faire ça? Même si je n'étais jamais monté à l'appartement. Je n'ai laissé que des courses, des petits cadeaux, des lettres dont je ne savais pas si elles avaient été lues. Aujourd'hui, ce serait différent. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Chaque seconde semblait une éternité. Lorsque nous nous sommes finalement arrêtés devant la porte de l'appartement 42, mon cœur battait si fort que j'ai eu peur qu'Anténor ne l'entende. J'ai touché la porte. Des pas arrivèrent de l'autre côté puis la porte s'ouvrit. Raphaël était différent, plus mince, avec une barbe de 3 jours qu'il n'aurait jamais permise à l'époque où il était un cadre à succès. « Bonjour, mon fils. » J'ai répondu, gardant mon sang-froid malgré le tourbillon d'émotions. « Pouvons-nous entrer ?» Il hocha rapidement la tête, s'écartant. « Bien sûr, bien sûr. Désolé pour le désordre, je ne m'y attendais pas. Eh bien, les visiteurs. » L'appartement était loin d'être en désordre. C'était modeste comparé au manoir de Morimby, mais c'était impeccablement propre et organisé. J'ai remarqué quelques changements depuis la dernière fois que j'étais là-bas, lorsque ma mère était là-bas. Murs fraîchement repeints, meubles réaménagés, quelques nouvelles plantes aux fenêtres. « Tu veux un café ?» proposa Raphaël, visiblement nerveux. « Ce serait génial, répondis-je. Alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, je l'ai officiellement présenté. Les 2 hommes se saluèrent avec une cordialité tendue, comme 2 animaux méfiants qui s'étudient. Patricia n'est pas là. J'ai demandé quand Raphaël était revenu avec un plateau contenant 3 tasses de café. Une ombre passa sur son visage. Patricia n'habite plus ici. Il est sorti il y a environ 3 mois. Il est retourné chez sa mère. J'ai hoché la tête sans surprise. J'avais déjà entendu des rumeurs par l'intermédiaire de Mariana, dont le réseau d'information rivalisait avec celui de n'importe quel service de renseignement. Selon elle, Patricia ne supportait pas la baisse de statut, le besoin de travailler pour la première fois de sa vie, la honte de devoir expliquer à ses amis pourquoi elle n'organisait plus de fêtes dans sa maison. « Je suis désolé, a-t-il déclaré, et une partie de moi était vraiment désolée, non pas pour la séparation elle-même, qui semblait inévitable dans les circonstances, mais pour la douleur que mon fils a certainement ressentie.
Raphaël haussa les épaules, un geste qui tentait de démontrer son indifférence, mais ne parvenait pas à cacher complètement sa douleur. C'était mieux ainsi, notre mariage, enfin, c'était plus une question d'apparence que d'amour. Je pense que je l'ai toujours su, je ne voulais tout simplement pas l'admettre. Nous buvons du café dans un silence plein de non-dits, d'émotions refoulées, de questions sans réponse. J'ai finalement posé ma tasse sur la table basse et j'ai regardé directement mon fils. Raphaël, je suis venu ici aujourd'hui parce que j'ai quelque chose d'important à te dire, à t'offrir en fait. Il m'a regardé avec un mélange d'espoir et de peur. Quoi? Un poste à la Fondation Novo Camino. Son expression passa de la surprise à la confusion. Votre fondation, celle des femmes âgées, j'ai ressenti. Nous avons besoin de quelqu'un pour coordonner la partie financière. Quelqu'un qui comprend les investissements et la gestion d'actifs. Quelqu'un qui peut aider nos clients à reprendre le contrôle de leurs actifs, à comprendre leurs droits, à se protéger des manipulations futures. Il m'a regardé avec étonnement. Et tu penses qu'après tout ce que j'ai fait, justement à cause de tout ce que tu as fait, j'ai répondu calmement. Qui de mieux placé pour identifier les manipulations financières que quelqu'un qui les a déjà mises en œuvre? Qui de mieux pour apprendre à ces femmes comment se protéger que quelqu'un qui connaît parfaitement toutes les tactiques? Raphaël baissa les yeux, visiblement ému. Je ne mérite pas ça, maman. Je ne mérite pas cette confiance. Peut-être pas. J'ai accepté. Ma voix douce mais ferme. Mais mériter et avoir besoin sont des choses différentes. Vous avez besoin d'un but, d'une chance de réparer le mal que vous avez causé. Et la Fondation a besoin de quelqu'un avec vos compétences. Il resta silencieux pendant de longs moments, analysant mes paroles. Lorsqu'il releva enfin les yeux, il y avait des larmes dans ses yeux, mais aussi quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, de la détermination, de la clarté. En commençant, je m'autorise un petit sourire. Lundi à 9 heures, le docteur Gustavo vous montrera tout. Mais Raphaël, j'ai fait une pause, m'assurant qu'il comprenait la gravité de ce qui allait suivre. C'est ta dernière chance, un seul détour, un seul mensonge. Et ce sera la fin, non seulement du travail, mais de notre relation. Il le sentit solennellement. Je comprends et je te le promets, maman, je ne te décevrai plus. Je n'ai pas répondu. Des promesses avaient déjà été faites. De belles paroles prononcées dans des moments de regret. Seul le temps nous dira si cette fois-ci serait différente. Avant de partir, j'ai remis à Raphaël une petite enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Il a demandé. Intrigué. Les actes du site d'Atibaya, ai-je répondu, se trouvent désormais dans un fonds fiduciaire administré par la Fondation. Ni vous ni moi ne pouvons le vendre ou le transférer. À mon départ, il sera utilisé par des femmes âgées qui ont besoin d'un refuge, d'un lieu de paix. Mais pendant que je suis ici, j'aimerais que vous me rendiez visite le week-end. L'endroit garde beaucoup de bons souvenirs. Il est peut-être temps d'en créer de nouveaux. Raphaël tenait l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un objet précieux et fragile. Merci, maman, pour tout, pour la chance, pour le pardon. Ce n'est pas encore le pardon, mon fils. Corriguez-je doucement. C'est une possibilité d'un nouveau départ. Le pardon, comme la confiance, devra être reconstruit au fil du temps. En quittant le bâtiment, Anténor a mis son bras autour de mes épaules, un geste protecteur et affectueux. Est-ce que ça va? J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Je le suis. Je ne sais pas si ça marchera, s'il a vraiment changé, mais je devais lui donner cette chance, pas seulement pour lui, mais pour moi, afin de pouvoir avancer sans le poids du ressentiment. Alors que nous marchions vers la voiture, j'ai remarqué le ciel au-dessus de Sao Paulo, étonnamment bleu en cet après-midi de printemps. La ville restait chaotique, comme toujours. Les klaxons, la précipitation, le rythme frénétique qui ne ralentissait jamais, mais en moi il y avait une nouvelle sérénité. J'ai pensé à la Fondation, aux femmes que nous aidions déjà. J'ai pensé à Elena, la dame que j'ai rencontrée sur la place, aujourd'hui l'une des bénévoles les plus dévouées. J'ai pensé à Anténor et au nouveau chapitre que nous allions commencer ensemble, j'ai pensé à Raphaël et à la chance de reconstruction qui s'ouvrait, fragile mais possible, et j'ai pensé à moi, non plus la femme invisible, la veuve qui acceptait les miettes d'attention, la mère qui s'annulait pour ne pas déranger, mais Yvonne Medero, 67 ans, une femme qui a enfin trouvé sa voie, son but, sa force. Cette nuit-là au restaurant Sabor et MRT, où j'ai vu mon fils se moquer de moi avec sa femme et sa belle-mère, aurait pu n'être qu'un autre épisode d'humiliation silencieuse, une autre blessure à avaler au nom de l'amour familial. Au lieu de cela, c'est devenu le catalyseur d'une transformation que je n'aurais jamais imaginé possible.
Vous savez, ai-je dit à Antenor alors qu'il m'ouvrait la portière de la voiture. Je pense que nous devrions y dîner à nouveau un jour. Où? Demanda-t-il confus. En saveur dans l'art. Le restaurant où tout a commencé. Je voudrais y aller non pas en victime, mais en gagnant. Pour clôturer le cycle. Antenor sourit. Ce sourire qui a illuminé tes yeux et m'a réchauffé le cœur. Je pense que c'est une excellente idée. Nous pouvons célébrer notre nouveau départ. Alors que la voiture filait dans les rues de Sao Paulo vers un avenir que j'avais choisi moi-même, j'ai ressenti une profonde gratitude pour cette nuit d'il y a 6 mois, pour la douleur qui s'est transformée en force, pour l'humiliation qui s'est transformée en but, pour la trahison qui a ouvert la voie à de nouvelles et véritables relations. Que la vie, j'ai découvert à 67 ans, ne se termine pas lorsque nous sommes trahis. En fait, c'est parfois exactement à ce moment-là que tout commence. Réellement. Ma vie a complètement changé cette nuit-là au restaurant Sabor et Marte. Qui aurait cru qu'à 67 ans je découvrirais une force dont j'ignorais même l'existence en moi? Je m'appelle Yvonne Medeiros et cette histoire que j'ai partagée avec vous ne concerne pas seulement la trahison familiale ou la reprise du contrôle financier. Il s'agit de redécouvrir sa propre valeur alors que le monde semble déterminé à nous la faire oublier. Ce moment où j'ai vu mon fils Raphaël, ma belle-fille Patricia et mon ami Audet se moquer de moi au restaurant a été le point de rupture. En tant qu'infirmière à la retraite, j'ai passé ma vie à prendre soin des autres. En tant que mère, je donne toujours la priorité à mon fils. En tant que veuve, j'ai essayé de garder vivant la mémoire et les valeurs que mon mari Antonio et moi avons bâties ensemble. Et en récompense, j'ai été traitée comme une gêne, une vieille femme idiote qui pouvait être manipulée et rejetée. Mais cette nuit-là a tout changé. Au lieu de baisser la tête et d'avaler une énième humiliation, j'ai décidé d'agir. Le plan que j'avais élaboré avec le docteur Gustavo Macedo a été mis en pratique et en quelques minutes, le château de cartes que mon fils avait construit avec mon argent s'est effondré. Comptes bloqués, cartes annulées, propriétés reprises. L'expression de leur visage lorsqu'ils réalisaient ce qui se passait. J'avoue que j'ai ressenti une satisfaction que je n'aurais jamais imaginé pouvoir ressentir. Ce n'était pas une vengeance, c'était que justice soit rendue, c'était un équilibre rétabli. Les mois qui suivirent furent ceux d'une profonde transformation. Raphaël et Patricia ont dû déménager dans un modeste appartement à Pinheiro, vivant d'une allocation qui leur garantissait l'essentiel, mais pas le luxe auquel ils étaient habitués. Leur mariage n'a pas pu résister à la baisse de statut. Patricia est retournée chez sa mère lorsqu'elle a réalisé que sa vie d'épouse d'homme riche était finie. Pendant ce temps, je m'épanouissais. Avec l'aide du docteur Gustavo, j'ai repris le contrôle total de mes actifs. J'ai réussi à racheter la ferme d'Atibaia, cet endroit spécial où Antonio et moi avions passé tant de moments heureux. Et surtout, j'ai fondé la fondation Novo Camino, une organisation dédiée à aider les femmes âgées victimes de violences financières et émotionnelles de la part de membres de leur famille. Et je n'étais pas seule dans ce voyage. Antenor Peixoto, l'aimable libraire que j'ai rencontré par hasard, est devenue ma compagne, ma confidente, mon amour mature. À 67 et 71 ans, nous avons découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour trouver un nouveau chemin quand on pensait que le chemin était terminé. Même ma relation avec Raphaël avait la chance de prendre un nouveau départ. Il lui a proposé un poste à la fondation, non pas par sentimentalité maternelle, mais parce que ses compétences pourraient être utiles pour aider d'autres femmes à se protéger du type de manipulation qu'il avait lui-même pratiqué. Une chance de rédemption, non garantie, mais possible. Oh que apprendit nessa jour. Que respect nao se implora, se impo, que amor verdadero nao diminui, éleva. Que nosa vos importa, nao importa aida de principalement que ninca et tarde paramudar au rumo d'appropriat historia. Oj, aos 67 anneaux, sous mes feliz realizada do que jamais fui. Divido me tempo entre les appartementos na cidade au sitio em Atibaia, entre les antennes de Trabalho na fundação eos momento precioso comme Antenor. Teno proposito que me motive un levantar toda comme mana. Teno vos que agora sei como usar teno a satisfação de saber que mina historia está ajudando ultramuller un encontrarem sua propria força. Você que moi acompanho até aqui, que sais-tu comigo ador da tressao a algria da libertação, o que ve fazer comme a sua propria vida? Que limite precisa estabelecer. Que vos precisa recoprar. Que pode precisa retomar. J'y passé por muita quasa na vida, me querido. Perdi me marido de poids de 40 anno ginto. Fui treda pelo me unico filio. Fui tratada como fardo, como alguém sem valor.
Mas estu aqui, me forte, me sabia, me determinada une plenaance vive cada dia que me resta. Se você se identifie-vous comme mina historia, se também gia foi du de desespetado, manipulado ou surestimado por aquel que devria mamaelo, seba que nao está sozinho. Me sime, seba que pod mudar essa situação. Pod redescobrir sua força, sua voz, se valor. Pod transformar sua dor em proposito, como o fiz. Nao guarde essa mensagem so para você. Compartilhe esta vidéo comme alguém que precisa ouvir, que nunca é tarde para remessar, para se impor, para florescer. Comment aqui embexo sua propria historia, ou como se sens-tu assistindo a mina? Ce commentario sao muito importante para mim. Leo cada de les. Me emociono comme cada palavra de apoio. Moi fortaleço, sabendo que mina experiencia está ajudando o trapeçoa. Se você chegou até aqui ainda não se inscreve no canal Vovolambro? O que você está esperando? Clique no botão vermelho agora mesmo. Assim você não perde nenhuma das histórias de vida que compartilho aqui. Historia reais, intensa, transformadora. Na próxima semana contaré como rencontrei a mort de juventude depois dos 70 anos. E outra historia que vai tocar ce coração. Prometo. Este canal tem sido important para você. Se esta historia tem te ajudado de alguma forma, considerant l'apoiar nosso trabalho a través do vale de me. E uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção e nos permet trazer mes vidéos diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme difa. Comme ce apoio, podemos continuar compartilhando historia que inspiram, que emocionam, que transformam vida. Fazer este vidéo não foi fácil. Reviver esse momento, expor mina ferida, compartilhar mina jornada. Tudo isso exige coragem e vulnerabilidade, mas vale a pena quando remerbo sua mensagem, quando leo ce comentário, quando sei que mina historia está ajudando outra pessoa a encontrarem sua própria forca. L'ombre se sampe. A vida não termina quando somos tredo. A vezes ce accent aigu exatamente quando ela realme comme ça. Aqui é Dona Ivone do canal Vovolambro, agradecendo sua compagnon e esperando reencontrá-lo no próximo vídeo. Abraço carinhoso no seu coração.